Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on a deux invités avec nous. On a Bruno Candegrel, il est auteur chez Studyorama d'un livre très intéressant et on va en parler beaucoup aujourd'hui sur gérer seul sa location sans agence. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous Hélène Kaila qui accompagne les maîtres d'ouvrage, bailleurs et promoteurs pour qu'elle nous donne un peu sa liste de vœux pour l'année 2026. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bruno, bonjour Hélène. Bonjour Marc. Alors, allez Bruno, je vais commencer avec vous. J'y arrive, parce que j'avais préparé beaucoup de questions, mais voilà. Est-ce que... Mais comme je vous sais long, je saute deux questions et on arrive à la troisième. Voilà. Non, sans rire. Est-ce qu'en 2025, on peut encore gérer seul son logement ou est-ce que c'est devenu trop compliqué ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible de gérer seul. Je commencerai plutôt par dans quel cas il ne faut pas gérer seul en fait. C'est quand le propriétaire n'a pas du tout envie d'avoir une relation directe avec les locataires, quand il a un peu cette phobie qu'il n'a pas du tout envie de mettre les mains dedans. Ouais. Voilà. Après, dans tous les autres cas, effectivement, oui, c'est possible. Il faut être bien organisé, bien outillé, être bien encadré à la fois juridiquement et fiscalement, puisque la réglementation aujourd'hui elle évolue constamment. Donc tu peux faire les choses tout seul, mais il faut le faire. C'est une encyclopédie maintenant, la réglementation en France. Ça demande un suivi régulier, donc il faut pas tu peux le faire seul, mais mais avec des tomes chaque année, on peut recréer encore 500 pages de réglementation. C'est sûr. Donc je pense pas que les bailleurs Alors tiens, la réglementation au jour le jour. Bruno, quels sont les premiers points de vigilance quand on décide de gérer son logement soi-même? Alors, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est le contrat. Donc le bail notamment, puisque c'est ce que tu vas ressortir dès que tu as un litige avec le locataire. Donc il faut être super vigilant, ne pas se contenter de prendre un bail de 10 pages que tu peux trouver sur internet. Il faut que le bail soit à jour de la réglementation, il faut que tu aies une nouvelle mention, il faut que tu aies aussi fait tous les diagnostics obligatoires, il faut que tu ailles vérifier dans tous les cas en fait ton loyer s'il respecte bien la réglementation, parce que c'est là que tu peux te faire toper par les locataires. Si tu es en zone tendue, si tu es dans une zone où les loyers sont plafonnés. Donc ça, vraiment, prendre le temps d'aller sur le site du gouvernement où tu as tout un tas d'informations. Donc ça, c'est la première chose à faire, le contrat. Deuxième chose à faire, c'est être carré au niveau fiscal. Donc s'assurer que le bien que tu mets en location, tu l'as fait proprement. Est-ce que tu le mets en location en nom propre, en société? Pourquoi tu veux investir en société? Tu as choisi le bon régime fiscal? Est-ce que tu fais du meublé ou pas? Donc ça, c'est des choses que tu fais en amont. Et puis après, c'est choisir le locataire. Quand tu commences une location, puisqu'un locataire que tu as mis en place, tu peux pas le déloger facilement. Il est là pendant 1 an, 3 ans. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Si on est en bail vide, oui. En bail vide, au moins 3 ans. Donc, ça passe par une étude de dossier qui soit vraiment béton. Il ne faut pas lésiner et se dire, ça va, je vais regarder juste la petite ligne au niveau de son bulletin de salaire. Il faut vraiment analyser l'ensemble des 5 documents obligatoires. Et puis, effectivement, faire un état des lieux propre. Alors, tiens, quand on met sa location sur le marché, on publie où son annonce? Alors, il y a des sites généralistes et vraiment dédiés à l'immobilier. Moi, je passe par des sites à titre personnel généralistes. Donc, Le Bon Coin, ça marche très bien. Il y a beaucoup de flux. Il y aura trop de demandes. Après, il faut faire du tri. Les gens ne se présentent pas forcément. Après, il y a des sites vraiment spécialisés comme PAP. PAP.fr qui est aussi, du coup, un bon partenaire pour les propriétaires qui louent. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un contrôle de l'identité du bailleur et notamment qu'il est bien détenteur de ce bien, enfin que c'est pas une fausse annonce. Voilà, donc je dirais effectivement dans des zones où effectivement il y a énormément de demandes, Le Bon Coin ça marche très bien à condition de très bien filtrer en amont et de faire des visites groupées, parce que comme il y a un candidat sur 2 qui se présente pas, si tu fais pas de visite groupée, tu te déplaces souvent pour rien, quoi. Et tiens, et comment on vérifie concrètement un dossier locataire?
Comment, en fait, on peut repérer un faux document? Un faux document, le document qu'il faudra le regarder en premier, c'est le bulletin de salaire, parce que c'est le document à 69% qui est le plus falsifié. Pourquoi? Parce que même avec un logiciel comme Paint, tu peux aujourd'hui modifier en fait le revenu net qui est écrit en Oui, gras. mais encore, il faut avoir quelques petites connaissances pour bien tout changer sur la fiche de paye. Hein. Généralement, besoin de changer, les faussaires, ils s'arrêtent juste au oui, net. c'est ça, au net. Et effectivement, Oui, mais ils vont pas cumul. Il y a plein d'informations sur une fiche de paye tout à fait. qui peuvent déterminer une fausserie. Et c'est ce que ne font pas les faussaires, ils se limitent en fait au bulletin de salaire net. Il faut effectivement tenir compte du cumul net fiscal. Ouais. Donc, compte tenu que tu demandes les 3 bulletins de salaire, tu peux avec des additions tout simplement retrouver en fait, si le salaire est cohérent. Et puis après, il faut effectivement, c'est un jeu de pistes, mettre en corrélation le bulletin de salaire avec le contrat de travail. Oui, voilà. Et puis avec la déclaration fiscale. Et l'avis d'imposition aussi qui est super important. Maintenant, tu as un code 2D sur les avis d'imposition qui te permet de scanner avec le téléphone et ça te vérifie l'identité de la personne. Donc ça, tu peux la contrôler avec la pièce d'identité, avec le contrat de travail. Tu peux vérifier aussi le revenu net fiscal qui t'est donné quand tu scannes le code. Donc ça, c'est vraiment des informations qui sont recoupées entre tous les documents pour être... Donc c'est vraiment ces signaux d'appel-là qu'il faut bien regarder sur une fiche de paie ou une pièce d'identité. Sur les pièces d'identité, il y a... La fraude est plus compliquée aujourd'hui parce que c'est un document qui est très difficilement falsifiable. Par contre, un contrat de travail peut se transformer en CDI. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On appelle l'employeur? Tu appelles l'employeur, tu demandes tout simplement donc, à l'accueil si la personne travaille bien ici. Ils ne peuvent pas donner plus d'informations, mais au moins ça te permet de savoir si la personne est bien là. Après, tu peux vérifier la santé financière de l'entreprise. Tu vas sur des sites comme Société.com ou autres, où là, tu peux s'assurer si l'entreprise elle est en difficulté financière ou pas. C'est-à-dire que les salariés risquent de ne pas rester longtemps dans la boîte. Mais appeler l'employeur, c'est bien, ça se fait. Les employeurs répondent facilement? Quand tu passes par l'accueil et que tu demandes à parler à telle personne, si si je téléphone à... Dans les grandes à votre employeur pour savoir si j'appelle Suderama, ils me diront essaye tu vois si je travaille chez eux ou pas, mais non ça se fait tout comme appeler l'ancien bailleur. Si tu as un doute, tu peux aussi appeler l'ancien bailleur. Quelles erreurs reviennent le plus souvent dans la rédaction des baux? Alors c'est le loyer, c'est la fixation du loyer. Tout simplement parce que les bailleurs n'ont pas la connaissance de la législation et qui se disent tiens, mon loyer, je mérite ça parce que j'ai calculé ma rentabilité là-dessus. Par exemple, oui. Dans les villes qui sont encadrées, on peut avoir l'histoire de la vue également, de l'exceptionnel, non? Oui, dans les villes plafonnées, notamment Paris, Lyon, les grosses métropoles, en fait, où par arrêté préfectoral, en fait, tu ne peux pas dépasser un certain montant du loyer. Après, il y a des petites subterfuges pour mettre un loyer supérieur. Il faut que ça soit rédigé noir sur blanc dans le contrat de location, ce qu'on appelle un complément de loyer. Si tu ne mets pas le complément de loyer, ça ne marche pas. Et après, le complément de loyer, il faut que ça soit tangible, avec un vue sur la Tour Eiffel ou avec un grand parking. Voilà, il faut vraiment des éléments différenciants. Rapidement, les 3 meilleures solutions pour obtenir un bail vraiment conforme? Alors, première solution, c'est via agence immobilière. Deuxième solution, c'est de passer par un notaire, donc un bail qui est fait par le notaire. Et troisième solution, c'est d'utiliser des solutions en ligne qui permettent de faire un bail conforme, même si tu n'as pas de connaissances juridiques à ce sujet. Alors, tiens, l'état des lieux, c'est bien souvent la principale source de litige. Comment on les évite? Est-ce que le pré-état des lieux, c'est utile? Alors oui, moi c'est ce que je fais, c'est ce qu'on conseille à tous nos clients, de faire un pré-état des lieux. Pourquoi? Parce que ça va préparer psychologiquement le locataire donc généralement on le fait une semaine avant, ça va le préparer en lui disant tiens voilà tout ce qu'il faut que tu fasses. Donc c'est quelque chose qui n'est pas formel, tu passes une semaine avant chez lui, tu dis voilà tout ce qu'il faut. Chez le propriétaire. Chez le propriétaire. Non, c'est le propriétaire qui passe chez le locataire. Ah oui, d'accord, ok. Le propriétaire qui va chez le locataire et qui fait un pré-état des lieux. Tu notes rien, c'est juste un constat. Oui, c'est le pré-état des lieux de sortie, là.
De sortie, oui, je parle uniquement parce que les litiges n'interviennent qu'à la sortie. Et à la sortie, hein. Ouais. Et donc le locataire, ça lui laisse une semaine pour nettoyer, pour changer ce qu'il a changé, pour reboucher les trous, etc. Et ça évite à la sortie, généralement, si tu fais pas de pré-état des lieux, à la sortie, le locataire, il est déjà les valises sur le palier, il est prêt à partir. Et son train, il est là dans une demi-heure, donc il dit non, mais c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout nettoyé, tout est propre, merci, au revoir. Donc là, c'est très compliqué. Après, tu vas rentrer dans les litiges. Alors que si tu l'as prévenu psychologiquement une semaine à l'avance, il a le temps d'aller faire les courses, il a le temps de se préparer, de faire les petits travaux dans le logement. Donc ça va te limiter le risque de... Et ça, on le fait à la sortie, puisque c'est la première source de litige. C'est la première chose entre c'est propriétaire la et locataire, non-restitution du dépôt de garantie. Quoi. Vous utilisez chez M. Hugo l'IA pour les états des lieux. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change? Alors, on a une application d'état des lieux qui permet de préparer un état des lieux 4 fois plus rapidement et de façon sécurisée. Pourquoi? Parce que tu arrives dans ton logement, tu prends ton téléphone, tu prends en photo tous les éléments de la cuisine. Automatiquement, ça va reconnaître les éléments, ça va reconnaître le type de four, dans quel état il se trouve, et ça va te pré-remplir automatiquement l'état des lieux. Tu peux le faire aussi en dictant. Donc ça, c'est assez pratique pour faire l'inventaire. Tu dis, voilà, j'ai 3 fourchettes, 3 couteaux, 4 verres, un pichet, là. Automatiquement, ça te constitue chacun des éléments de la pièce, ça te met dans quel état il se trouve. Voilà, donc c'est un gros gain de temps pour le bailleur. Et on a fait un pas de géant, puisqu'au début, on proposait uniquement un simple fichier Word pour faire l'état des lieux. Voilà, donc maintenant, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus rapide pour le propriétaire, et respecte vraiment l'encadrement à l'heure, puisque tout a été fait. Alors, tiens, Bruno Candrel, comme on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit aller vite, vite, et puis donner envie aux gens de découvrir votre livre Gérer seul sa location sans agence. On le rappelle, paru chez Sudirama, c'est un bouquin qu'on trouve à moins de 10 € en librairie. Quelles sont aujourd'hui les solutions les plus efficaces pour se protéger des impayés? Tiens, c'est l'autre peur des propriétaires, ça. Alors, tu as la première chose obligatoire, c'est de demander un garant physique. Donc, ça coûte rien, c'est gratuit, mais c'est vraiment psychologique, mais c'est quand même efficace. Le deuxième, c'est passer par Visal. Si le locataire, il est éligible. Après, tu peux passer par la voie royale, qui est la garantie loyer impayé. Pareil, c'est soumis à éligibilité du locataire. Entre Visal et GLI, en fait, ils n'ont pas les mêmes critères d'éligibilité, donc généralement, ils sont un peu complémentaires, donc ça, c'est plutôt sympa. Et la quatrième solution, c'est la protection juridique. Et nous, c'est ce qu'on propose et ce qu'on package effectivement dans nos abonnements de gestion locative. Ça te permet d'avoir un soutien juridique dès que tu as un impayé. Donc, avec un garant physique, tu gères tout par toi-même. Avec une protection juridique, c'est un juriste dédié qui va tout gérer à ta place, monter le dossier, appeler le locataire. Gérer seul sa location, c'est vraiment moins cher. Est-ce que c'est vraiment moins cher que de passer par une agence? Oui. Que de le faire avec Excel, non, parce qu'effectivement, tu as des coûts de gestion. Je te donne un exemple. Nous, au niveau de Monsieur Hugo, on a des abonnements, une 30aine d'euros par mois, mais on va t'envoyer des juristes que tu ne payes pas. Donc, on te paye des frais d'avocat, on te paye des frais d'huissier, on t'envoie des artisans que tu ne payes pas quand tu as un souci chez toi. Donc, c'est plutôt un investissement. Il ne faut pas raisonner en oui, c'est-à-dire que chez vous, en fait, voilà, vous faites pas vous prenez pas la commission qui va bien pour gérer à la place du propriétaire, mais vous lui donnez les outils, en tout cas, d'accès à des professionnels ou à des conseils juridiques. Et il a aussi accès à des réseaux de juristes qui ne payent pas, puisqu'on est dans un modèle assurantiel. Donc, c'est un investissement. Donc, typiquement, si tu as une fuite d'eau, un plombier, chez toi, ça te coûte 400 € minimum l'intervention. Là, c'est complètement pris en charge, en fait, par Monsieur Hugo. Donc, c'est pour ça que je raisonne plutôt en termes d'investissement, puisque sur le long terme, tu as forcément des litiges, tu as forcément des fuites d'eau chez toi. Ouais. Et tiens, Bruno, est-ce que la réglementation française, elle rend la gestion en direct plus risquée qu'avant? Oui, tout simplement parce que le droit évolue constamment, donc les contrats, il faut les mettre à jour constamment, les actes de caution aussi, et ça a des impacts au niveau fiscal. Donc je dirais oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, et si tu peux le gérer seul, mais vraiment fais-toi entourer par des experts juridiques. Alors tiens, justement, vos 3 conseils essentiels pour ceux qui veulent continuer ou qui veulent se lancer dans la gestion seule, sans agence. Le premier, c'est de s'entourer avec des bons outils. C'est comme le patron d'une entreprise, il n'est pas tout seul, il a une direction juridique, il a une direction technique, une direction, un service client. Là, pareil, si tu veux gérer ton seul bien ou ton portefeuille de biens, il te faut des outils.
il te faut des juristes, donc tu n'as pas de juriste à titre personnel, mais tu peux sous-traiter à des avocats ou des juristes. Il te faut des artisans, il te faut un service client. Mais le service client, généralement, c'est toi qui le fais. Oui, ça. Mais bon, donc c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent aussi. Donc voilà, donc je dirais que c'est comme tout patron d'entreprise, tu es obligé de t'entourer avec les bonnes entités métiers. Mais aujourd'hui, clairement, oui, c'est faisable puisque tu as plus des 3/4 du marché qui gèrent seuls leurs biens aujourd'hui, ce qui est énorme. Et les 25% qui restent, en fait, passent par des agences immobilières. Par agences immobilières. Gérer seul sa location sans agence, c'est le livre que vous proposez depuis quelques mois en librairie. C'est paru aux éditions Studiorama, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs, on le dit pas assez, mais d'en être le directeur de collection. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes. Merci. Bruno. Un plaisir. Et puis je vous dis à très vite en janvier prochain. Tout de suite, c'est le choix du club. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et aujourd'hui, dans le choix du club, on va prendre un peu de hauteur, avec un petit peu même de hauteur, un petit peu de recul, un peu d'humour. Avec vous, Hélène Kaïla, parce que en cette période de fête, l'immobilier a besoin de respirer, aussi d'espérer. Alors... vous êtes, on le dit, vous accompagnez les maîtres d'ouvrage dans votre vie professionnelle, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les assistants à maîtres d'ouvrage. Et vous connaissez leurs difficultés, leurs blocages, leurs découragements, mais aussi leur capacité de résistance, de résilience et d'adaptation. Et à l'approche de la nouvelle année, Hélène, vous avez eu une idée originale, c'est de formuler sous forme de vœux pour l'année à venir 4 souhaits essentiels qui pourraient réellement changer le destin du logement en France. Bonjour Hélène, rebonjour. Rebonjour Marc, et merci Alors, de me donner la parole. Alors Hélène, ces vœux sont formulés avec, j'espère, un petit peu de légèreté, un petit peu d'humour, mais aussi quand même malgré tout une grande lucidité. Pourquoi avoir choisi de formuler des vœux de fin d'année pour parler d'un sujet aussi sérieux, aussi structurant et aussi grave qu'est l'immobilier et le logement? Parce que, en fait, en chaque fin d'année, les enfants, ils se réjouissent d'ouvrir des cadeaux. Ouais. Moi, j'ai imaginé effectivement que les promoteurs ou les bailleurs ou les assistants à maîtrise d'ouvrage, ils puissent aussi faire leur liste de cadeaux ou leur liste de vœux. Et je trouvais que c'était un format effectivement original. Alors tiens, Hélène, votre premier vœu, on va rentrer dans le détail de ça, pour la nouvelle année, pour 2026, concerne un cadre juridique clair et stable. Vous expliquez que c'est une attente fondamentale, mais aussi l'une des plus complexes à satisfaire. Oui, parce que déjà, c'est un constat global avec ce qui se passe en France. Déjà, créer ou gérer une entreprise, c'est complexe. Il faut être armé de beaucoup d'espoir en ce moment, d'une bonne dose d'espoir, même un peu d'autodérision parfois, ou de dérision, en tout cas tout court. Et en plus, dans l'immobilier, effectivement, mon premier vœu, c'est d'avoir un cadre juridique clair et stable. Et stable, ouais. Et dans l'immobilier, en fait, on est sur des cycles de production qui sont très longs, qui sont cycliques, qui dépendent de tout un écosystème, notamment politique. On le voit là avec l'approche des élections municipales dans quelques semaines. Comme d'habitude, il y a un certain nombre de projets qui sont suspendus. Donc, il faut aligner beaucoup de planètes pour réussir à faire sortir des projets et que tout ça se passe bien. Et quand le contexte est mouvant ou le cadre fiscal versatile, c'est très difficile de planifier un projet immobilier, que ce soit pour rénover une copropriété ou un ensemble de logements sociaux, ou construire du logement neuf. Et dans l'immobilier, il faut aussi des investissements qui sont importants. Mais pour ça, il faut séduire des investisseurs qui vont apporter des fonds, qui cherchent une rentabilité, et c'est tout à fait normal. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des acquéreurs pour acheter des logements. Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas de confiance et si la confiance dans le cadre n'est pas là, il n'y a pas de décision prise, il n'y a pas d'investisseurs qui investissent et il n'y a pas non plus d'acheteurs qui achètent. Donc, dans ce cas-là, tout se grippe. Donc, un cadre clair, ça redonne clairement la confiance qui manque cruellement aujourd'hui en France dans l'immobilier. Alors tiens, vous insistez sur la rénovation énergétique. Pourquoi est-ce que c'est, selon vous, un pilier absolument central, la rénovation énergétique? Effectivement, dans le premier vœu, c'est
donner un cadre clair, et notamment sur le plan de la rénovation thermique. Moi, déjà, parce que j'ai quelques enfants autour de moi, donc j'ai envie de leur remettre un monde un peu vivable. Mais aussi, côté business, rénover ou construire du logement neuf, déjà, c'est de l'emploi qui est non délocalisable, qui est souverain. Les compétences, elles sont là. En plus, en France, on a plein de gens qui savent construire des logements, qui savent rénover des logements, donc autant leur donner du travail. Et puis, proposer des logements qui sont économes en énergie, c'est aussi maîtriser notre dépendance énergétique, diminuer ou à minima contenir les charges des habitants, et donc ça leur redonne aussi du pouvoir d'achat, et puis ça crée de la valeur pour tous les. Alors le deuxième vœu, on va avancer un petit peu vite là, un environnement financier plus favorable avec des conditions de financement qui redonnent de l'air au secteur. Oui, alors c'est vrai que se dire qu'on reviendrait dans des taux d'intérêt beaucoup plus bas, ce serait un vœu impossible aujourd'hui à formuler, parce que c'était les taux d'intérêt réellement bas qui étaient une anomalie. C'était une anomalie, oui, ça. Mais ceci dit, c'est ça qui a permis... c'était sur ces hypothèses-là qu'il y a beaucoup de projets qui ont été construits, bâtis, en termes de business plan. Et c'est sûr que s'ils ont connu un retard pour des raisons techniques ou politiques, ou des recours, parce que c'est aussi le sujet qui fait prendre du retard, quand finalement le projet se débloque, des fois les frais financiers ils ont triplé, donc le projet il est plus sortable. Voilà. Et puis côté particulier, effectivement, quand les taux d'intérêt étaient bas, c'est ça qui a permis à beaucoup de gens d'accéder à la propriété pour la première fois ou d'acheter plus grand. Et puis en fait, ces gens-là aujourd'hui sont piégés dans leur prêt avec des taux très bas. Alors vous avez un troisième vœu, c'est imaginer et construire des villes plus durables, plus aimables. Oui, en impliquant en impliquant effectivement beaucoup plus les habitants dans le processus de conception, parce que effectivement dans toute industrie, intégrer les utilisateurs dans le processus de fabrication, ça gagne du terrain. Je ne sais pas si vous connaissez, Marc et Bruno, l'effet IKEA. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Non. C'est un biais cognitif pour lequel, en fait, l'utilisateur accorde une valeur plus élevée à un objet auquel il a participé. Et effectivement, si on intègre les habitants dans la fabrique de la ville et la fabrique du logement, ils vont être plus attentifs à leur lieu de vie. Il y aura moins de dégradation, moins d'incivilité, plus d'implication aussi sur les gestes de sobriété. Et finalement, cet effet IKEA, il permet aussi, quand on réunit les habitants autour d'un projet, de créer du lien social. Très vite, Hélène, votre quatrième vœu, c'est peut-être le plus important, loger chaque personne dignement. Eh bien oui, très vite. C'est ça, en fait, au-delà de tout, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient bailleurs sociaux ou promoteurs immobiliers, ils construisent pas que du béton, ils construisent aussi des logements, des vies, et ça permet, voilà. Le but du jeu, c'est que tout le monde soit logé comme il faut. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on vous entendra et que l'année 2026 démarrera sur de jolies valeurs. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de Radio J. Je vous retrouve, quant à moi, demain à 16h05, comme tous les jours. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous à l'écoute de Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires.